Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour échanger avec vous sur la directive CSRD. Et donc l'objectif, c'est que avec Émeric, qui va m'accompagner dans ce webinaire, l'objectif, c'est vraiment de vous aider à essayer d'identifier comment vous allez pouvoir demain mettre en place votre reporting pour être en conformité avec la CSRD. Donc, on va déjà commencer par se présenter. Émilie Avenel, je suis expert comptable associé chez TGS France. Aujourd'hui, j'accompagne essentiellement des ETI et des grands groupes nationaux et internationaux, et je les accompagne dans la mise en conformité de la directive CSRD. Donc là, je vais laisser la parole à Émeric qui va se présenter et qui va être avec moi aujourd'hui pour le webinaire. Bonjour à tous, ravi d'être là aujourd'hui également. Donc pour ma part, Aymeric Poirier, j'appartiens à la branche advisory chez TGS. Je suis senior manager et puis j'accompagne les ETI et les grosses PME comme Émilie en fait, dans la mise en place de leur stratégie RSE et de la mise en conformité avec la directive CSRD. Alors, pour commencer, on va vous présenter très rapidement TGS France. Alors, certains nous connaissent, d'autres peut-être pas. Donc, TGS France est un groupe français d'expertise comptable et qui propose une offre globale de services et de conseils aux entreprises. Donc, aujourd'hui, c'est un cabinet qui est dans le top 15 au niveau national. Donc, on est 1700 collaborateurs. On a plus de 100 agences de proximité, 35 000 clients. Et donc, c'est un groupe qui existe depuis plus de 50 ans. Alors, nos domaines d'activité, c'est principalement l'expertise comptable. On a aussi l'informatique, les ressources humaines, droit des affaires, l'audit et une branche conseil. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être pluridisciplinaire et d'accompagner une offre de services globale à l'ensemble des entreprises. Donc, TGS France appartient également à un réseau mondial, le réseau TGS. Donc, aujourd'hui, le réseau TGS, c'est quoi? C'est 69 membres. On est présent dans 60 pays. Et c'est 4 400 collaborateurs et 263 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, je vais laisser la parole à Émeric qui va vous présenter le sommaire de ce webinaire et on va démarrer le cœur du sujet dès maintenant. Alors, le webinaire va s'articuler en trois parties. Premièrement, une introduction à la CSRD, vous rappelez quelle est cette directive, quels sont ses objectifs, dans quel cadre tout ça a été construit, à qui elle s'adresse et quelle est sa structure. Dans un deuxième temps, on va rentrer dans le vif du sujet pour vos entreprises, c'est-à-dire quelle est l'approche méthodologique qu'on préconise. On part de zéro, on met en place un projet CSRD et on écrit son premier rapport. Et puis, on prendra un temps de questions-réponses à la fin. Alors, c'est un sujet qui est compliqué, donc on s'excuse par avance, on ne pourra probablement pas répondre à toutes les questions en live. Et puis, vous verrez, le support, du coup, est un petit peu dense. Ne vous inquiétez pas, il sera téléchargeable et vous pourrez le récupérer si jamais ce n'est pas assez visible à l'écran ou si on omet certains points, puisqu'il est impossible en une heure de résumer l'intégralité de ce sujet-là. Et je vais laisser la parole à Émilie pour entamer la partie introductive sur la CSRD. Alors, pour démarrer déjà, il faut rappeler un peu le contexte dans lequel s'inscrit la CSRD. Donc la CSRD, déjà, c'est une directive qui est composée de plusieurs normes, on va revenir dessus après. Et c'est une directive européenne qui s'inscrit vraiment dans un ensemble d'autres directives. Et l'objectif, c'est un objectif européen commun. Et c'est de mettre en place, je dirais, des normes et des directives et des orientations, je dirais, pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Donc, aujourd'hui, on va parler spécifiquement de la CSRD. Néanmoins, quand vous allez travailler votre projet CSRD, ne pas oublier de tenir compte qu'il existe d'autres directives qui pourraient également vous concerner et qui sont en lien direct aussi avec la CSRD. Vous allez retrouver la SFDR, donc qui, elle, va traiter vraiment des sujets d'investissement et de placement financier vert. Vous allez retrouver la CS3D qui va concerner progressivement d'ici 2029 les entreprises qui ont plus de 1000 salariés. Vous allez retrouver aussi la taxonomie qui, elle, traite vraiment de la classification des activités durables. Et donc, toutes ces normes et directives qui tournent autour de la CSRD, il faut aussi en tenir compte dans votre projet CSRD. Mais aujourd'hui, le focus restera le sujet de la CSRD. Alors, la CSRD, l'objectif poursuivi de cette directive, quels sont-ils? Alors, déjà, la directive CSRD, ça s'appelle Corporate Sustainability Reporting Directive, elle vient compléter en fait les réglementations précédentes
Parce qu'en fait, avant la CSRD, vous aviez la DPEF, d'accord? Et la DPEF, donc à la différence de la CSRD, c'est qu'elle avait les indicateurs étaient libres, donc les entreprises publiaient un peu ce qu'elles souhaitaient. Et il y avait une disparité des pratiques. Et aujourd'hui, l'objectif de la CSRD, c'est vraiment d'imposer des indicateurs et d'avoir une homogénéité des pratiques et de pouvoir benchmarker les entreprises d'un même secteur d'activité. Donc, autre différence, la DPEF concernait que 12 000 entreprises en Europe. Aujourd'hui, la CSRD va couvrir un plus large public, puisque 50 000 sociétés à peu près vont être concernées, ce qui représenterait 75% du chiffre d'affaires européen. Aujourd'hui, les SAS sont concernés par la CSRD, elles ne l'étaient pas par les DPEF. Donc, on va revenir dessus de façon un peu plus détaillée, mais le cadre normatif de la CSRD, donc comme je disais, la CSRD, c'est une directive, et dans cette directive-là, vous allez retrouver 12 normes. Donc, on viendra dessus de façon plus détaillée. Et le rapport de durabilité, vous le trouverez, ce sera une composante obligatoire du rapport de gestion dans une section dédiée. Donc, ce qu'on peut dire sur la CSRD par rapport à la DPEF aussi également, c'est qu'aujourd'hui, la CSRD, il faut bien retenir, c'est que c'est vraiment une obligation de transparence. On n'a pas une obligation de comportement. Alors, même si l'objectif, c'est quand même d'inciter les entreprises à se mettre en ordre de marche dans un objectif de neutralité carbone 2050, mais on va vous demander d'être transparent sur ce sur quoi vous devez reporter, ce sur quoi vous devez agir et comment vous agissez. Voilà, on ne va pas vous exiger de mettre en place telle pratique pour couvrir tel ou tel risque. C'est vraiment d'être le plus transparent possible. Au niveau du calendrier, donc la CSRD pour qui et pour quand? Alors, il y a déjà un certain nombre d'entreprises qui sont concernées, je dirais, dès 2025. Alors, c'était les sociétés qui étaient déjà soumises à la NFRD. Donc, on va retrouver les sociétés cotées qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions qui ont plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires ou un total bilan de plus de 20 millions et plus de 500 salariés. L'essentiel des entreprises qui vont être concernées par la CSRD vont se retrouver dans le champ d'application 2026. Donc, celles-ci vont devoir émettre leur rapport de durabilité en 2026 sur la base des comptes, sur la base des données de 2025. Et donc là, vont être concernées les entreprises qui dépassent deux des trois critères, 250 salariés, 50 millions de chiffre d'affaires et 25 millions de total bilan. On retrouvera d'autres sociétés qui vont être soumises à la CSRD, donc en 2027 et en 2029. 2027, ce seront les PME européennes et non européennes cotées sur un marché réglementé européen. Et en 2029, les grandes entreprises non européennes dont le chiffre d'affaires européen excède 150 millions d'euros via une filiale ou une succursale localisée au sein de l'Union européenne. Mais l'essentiel vraiment des entreprises concernées vont se retrouver dans la lignée 2026. Je vais laisser la parole à Aymeric pour vous présenter plus spécifiquement le cadre normatif et le périmètre d'application. Alors, comme le disait Émilie, la CSRD est une directive qui va s'appuyer sur des normes. Donc, elles sont au nombre de 12. On va retrouver deux normes qu'on appelle des normes transversales. Et ensuite, on va retrouver des normes thématiques qui vont concerner les trois piliers ESG, l'environnement, le social et la gouvernance. Je prends les premières, les normes transversales, les ESRS 1 et ESRS 2. Donc ESRS 1, principes généraux, ESRS 2, exigences de reporting. Le SRS 1, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle ne va rien vous demander en termes d'information de publication. En fait, elle va fixer les règles du jeu, en quelque sorte. Elle va donner des recommandations pour être en capacité d'appliquer les 11 autres normes ESRS qui, elles, vont vous demander de publier des informations. Donc ESRS 1, principes généraux, à retenir, elle est assez dense, mais en gros, c'est les règles du jeu. Pour les 11 autres, elles vont être toutes structurées de la même façon. Elles vont être composées d'exigences de publication, qu'on va aussi appeler Disclosure Requirement en anglais. Et dans les Disclosure Requirements, on va retrouver les points de données, le niveau le plus fin, et qui en fait va déterminer l'information qu'on va vous demander de publier. Donc, je prends un exemple sur le SRS 2. Dans le SRS 2, vous allez retrouver 12 exigences de publication, et dans ces 12 exigences de publication, 154 points de données. Particularité de l'ESRS 2, elle va être obligatoire pour tout le monde. Donc ça veut dire que toutes les entreprises vont devoir prendre le SRS 2, regarder ce qu'elle exige en termes de publication et de points de données, et aller répondre à chacune des questions. La particularité sur les trois normes thématiques, c'est qu'elles vont être soumises à une analyse de matérialité. Donc en fait, ce champ des possibles global,
quand on prend l'intégralité des normes, l'intégralité des exigences de publication et l'intégralité des poids de données, va être soumis à une sorte d'entonnoir, et vous allez voir, on va y revenir par la suite, qui fait qu'en fait, dans la théorie, les entreprises ne vont pas être amenées à reporter sur l'intégralité des sujets. Donc je vais les balayer. Si on prend les normes environnementales, le SRSE1 va couvrir le changement climatique, le SRSE2 la pollution, le SRSE3 les ressources aquatiques et marines, le SRSE4 la biodiversité, le SRSE5 l'utilisation des ressources et les problématiques liées à l'économie circulaire. Sur le social, on va retrouver tout ce qui va toucher les employés, donc les effectifs propres à l'entreprise, les travailleurs de la chaîne de valeur, les communautés affectées et les consommateurs et utilisateurs finaux des produits. Et la dernière, la norme thématique gouvernance, qui là n'a qu'une seule ESRS, la G1 sur la conduite responsable des affaires. Si on prend le total des exigences de publication et des points de données, ça nous donnerait en théorie 1200 points de données. Ces 1200 points de données-là, ils vont être ventilés sur 4 niveaux. Des informations qui vont concerner la façon dont ces problématiques-là s'inscrivent dans la gouvernance de l'entreprise, comment elles impactent sa stratégie et son business model, quels sont les impacts, les risques et opportunités liées à ces thématiques-là pour l'entreprise. Ça, on y reviendra en détail après parce que c'est ce qui fait le cœur de l'analyse de double matérialité. Et puis les indicateurs et objectifs. Sauf qu'en fait, je reviens à ma logique d'entonnoir. Normalement, peu d'entreprises vont reporter sur ces 1200 points de données. En fait, une fois qu'on aura réalisé cet exercice d'analyse de matérialité ou de double matérialité, on va définir le vrai périmètre de reporting qui sera une sous-partie de ces exigences de publication et de ces points de données. Voilà, donc ce qu'il faut vraiment retenir là-dessus, 2 normes transverses, une qui donne les règles du jeu, une qui est obligatoire pour tout le monde, et tout le reste soumis à l'analyse de matérialité, avec une toute petite nuance sur le SRS E1 sur le changement climatique, puisque celle-ci, même si elle n'est pas officiellement obligatoire, on doit apporter la preuve que l'entreprise n'a aucun impact ou n'est pas impactée par ce sujet-là. Pour se simplifier la vie, ça revient un petit peu à dire que même si techniquement ce n'est pas le cas, tout le monde devra l'appliquer et regarder ce qu'il y a dedans. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin dans l'approche méthodologique pour mettre tout ça à bien, on a souhaité faire un petit point quand même sur, au-delà de l'aspect réglementaire, tout ça va quand même être très très lié à la stratégie RSE de l'entreprise. Et en fait, qu'est-ce qu'une entreprise peut trouver en s'inscrivant dans ce type de démarche, au-delà de répondre à une directive et d'appliquer des normes qui vont demander de reporter sur sa performance extra-financière. Un premier point, on va avoir un sujet économique, puisqu'aujourd'hui, vous le constatez certainement au quotidien, les pouvoirs publics, des clients privés, de plus en plus demandent aux entreprises quelle est votre performance extra-financière, demandent de répondre à certains critères pour obtenir des marchés. Et puis, en allant un petit peu plus loin, on peut même, en s'attaquant à ces sujets-là, transformer ou s'ouvrir à de nouveaux types de business models pour son entreprise. Sur les aspects opérationnels, c'est assez tangible aussi. Finalement, je vais pouvoir réduire mes charges si je consomme moins d'énergie, si j'ai moins de gaspillage, si j'ai moins de frais de déplacement. C'est peut-être grâce à ma stratégie RSE que je vais améliorer le résultat de mon entreprise. Les aspects de financement sont très importants aussi. Déjà, comme le disait Émilie en introduction, parce que le règlement SFDR va imposer des choses aux banques et aux fonds d'investissement qui vont être contraints de verdir leur portefeuille. Et donc, du coup, pour les entreprises, ça veut dire à court, moyen ou long terme, peut-être dans un premier temps, un bonus si on est bon sur la mise en place d'une stratégie RSE, dans un deuxième temps un malus, et puis plus ça va aller, plus ce sera difficile de se financer si on n'est pas bon sur ces critères-là. Même logique sur la valorisation de l'entreprise. Vous prenez 2 entreprises qui ont des business models similaires, des résultats financiers similaires, il y a de fortes chances qu'une entreprise qui sera plus engagée sur une stratégie RSE soit mieux valorisée qu'une autre. Et puis, n'oublions pas vos salariés. Aujourd'hui, c'est des leviers d'attractivité, de motivation, de fidélisation. Nous, on le constate au quotidien. C'est des choses qu'on nous demande de plus en plus dans les entretiens d'embauche, entre autres. Ça donne du sens, ça valorise votre marque employeur. Et puis, un aspect très important, et cette logique d'impact, de risque et d'opportunité sur laquelle on reviendra, c'est vraiment ça, c'est aussi mieux maîtriser les risques auxquels l'entreprise est exposée à un instant T ou demain, et donc garantir la pérennité de vos structures à moyen et long terme. Alors, après ça, on va rentrer dans le vif du sujet, l'approche méthodologique pour mettre en place votre projet CSRD. Alors, je vais passer très rapidement sur ce slide parce qu'en fait, ces 5 points, on va revenir dessus dans le détail par la suite. Mais en gros, on a découpé la mise en place d'un projet en 5 étapes. Le premier, faire un état des lieux de son entreprise au regard de la CSRD. Où est-ce qu'on en est à un instant T? On ne part jamais de zéro. Une étape numéro 2, de formaliser les informations générales au regard de l'ESRS2.
Pourquoi? Parce que, comme je disais, elle est obligatoire pour tout le monde, et puis surtout parce que les informations qu'elle va demander, notamment sur les impacts dans la gouvernance, dans le business model, dans la chaîne de valeur, en fait, ça va être des entrants pour le gros exercice d'analyse de double matérialité, et donc ça va aider à faire le point numéro 3. En réalité, ça va un peu se paralléliser, mais c'est important de commencer par ça, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, il faudra le faire. L'analyse de double matérialité, eh ben, c'est le cœur de tout ça, puisque c'est là qu'on va commencer à appliquer cette logique d'entonnoir pour aller définir le périmètre de reporting de l'entreprise. Une fois qu'on aura fait ça, une étape de gap analysis pour se dire, bah, entre mon périmètre de reporting et ce que je dois reporter, qu'est-ce qui me manque? Et puis, étape finale, la rédaction du rapport. Alors, je vais passer la parole à Émilie, qui va vous présenter un petit peu plus en détail ce qui se cache derrière, faire un état des lieux au regard de la CSRD pour vos structures. Voilà, donc là, ce que me disait Émeric, on va rentrer dans le détail des 5 étapes qu'il vient de vous présenter. Donc, la toute première étape, c'est vraiment de faire un état des lieux au regard de la CSRD. Donc, dans cet état des lieux, premier point, c'est vraiment de cadrer la mission. Et en fait, alors, ce qu'on recommande, c'est vraiment d'identifier une équipe projet en interne, puisque la mise en conformité de la CSRD, c'est un véritable projet d'entreprise qui va impacter la stratégie. Donc, c'est vraiment d'identifier une équipe projet. Et nous, ce qu'on recommande véritablement, c'est d'y intégrer la gouvernance. Puisqu'en fait, il y a vraiment une logique derrière d'enjeux stratégiques, au-delà du simple fait de devoir reporter. Donc, d'intégrer la gouvernance dans cette équipe projet, aujourd'hui, c'est primordial. Donc, ça fait partie du cadrage de la mission. Il est aussi également important, comme tout projet, de définir un planning bien détaillé d'intervention avec les grands jalons des ateliers de travail et de voir dans quelle mesure on sera en capacité de délivrer le rapport de durabilité en 2026 pour celles qui sont concernées par 2026. Deuxième sous-étape, c'est d'identifier le périmètre d'analyse. Donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que l'application de la CSRD, elle est calée, je dirais, sur la même logique que les états financiers. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le périmètre de reporting va être celui des états financiers. Donc, une société qui va dépasser seule les seuils devra être responsable de son reporting. Et dès lors qu'on a un groupe consolidé avec une société mère qui détient des filiales un peu partout dans le monde, en France, en Europe, et qui dépasse les seuils, le périmètre de reporting sera celui des comptes consolidés. Donc, il faut déjà identifier quelles sont les entités de mon périmètre qui vont intégrer, je dirais, le périmètre de la CSRD. Troisième sous-étape de l'état des lieux, il y a l'analyse du cadre réglementaire. Comme je disais en introduction, vous avez la CSRD, mais pas que. C'est-à-dire que dans le cadre de la mise en conformité de la CSRD, certaines entreprises vont en plus devoir apporter des éléments au titre de la taxonomie, au titre de la CS3D prochainement et au titre de la SFDR. Donc, il faut aussi identifier dans quel cadre réglementaire je me situe, et pas que. Vous avez des entreprises aussi sectorielles qui sont soumises à d'autres réglementations. Et donc, tout ça, il faut en tenir compte aussi dans le cadre du projet CSRD. Et enfin, l'analyse de l'existant, puisque certaines entreprises ne partent pas de zéro, donc en fonction des entreprises, il y en a qui sont plus ou moins matures. Vous avez celles qui étaient déjà soumises à la DPEF, donc qui avaient déjà un peu une logique de reporting. Donc celles-ci, là où elles étaient un peu plus libres dans la manière de reporter, vont pouvoir réutiliser les éléments qu'elles avaient mis en avant, mais tout en se conformant cette fois-ci à des obligations, je dirais, normatives. Et puis vous allez avoir les entreprises qui, je dirais, d'elles-mêmes, pour améliorer leur marque employeur ou parce qu'elles ont une gouvernance qui est déjà très impliquée dans des projets RSE, communiquer des rapports RSE. Donc on va pouvoir aussi s'appuyer là-dessus. Et aussi, vous allez avoir, bien évidemment, des entreprises beaucoup moins matures qui, elles, vont malheureusement peut-être partir un peu plus de zéro et donc avec un travail un peu plus important à faire. Donc voilà, au niveau de l'état des lieux, c'est très important et surtout vraiment ce que l'on peut recommander, c'est d'intégrer vraiment la gouvernance, la direction dans ce projet. Deuxième étape de ce qu'on vous a présenté, comme le disait Émeric, au niveau de la présentation des normes, donc vous avez 12 normes dans la CSRD, donc 2 transverses et 10 thématiques. Dans les 2 transverses, il y en a une qui rappelle, je dirais, la méthodologie, et la deuxième, c'est le SRS2. Et celle-ci, comme le disait Émeric, elle est d'application obligatoire
pour toutes les entreprises et elle n'est pas soumise à l'analyse de double matérialité. Donc, cette ESRS2, on reviendra dessus à la fin de la présentation, mais elle sera consacrée, enfin la première partie du rapport de durabilité sera consacrée à la présentation des éléments relatifs à l'ESRS2. Vous allez retrouver plusieurs thèmes dans cette obligation déclarative. Vous allez retrouver donc en premier point, donc le petit 1, c'est la base d'établissement des déclarations, où là vous allez devoir indiquer votre périmètre de reporting, si vous allez couvrir ou non votre chaîne de valeur, quel horizon de temps vous allez appliquer pour mettre en place, je dirais, vos projets vos projets RSE. Et aussi, vous allez indiquer si vous appliquez ou non les dispositions graduelles, puisqu'aujourd'hui, alors très brièvement, on ne va pas rentrer dans le détail, mais pour éviter d'alourdir la mise en conformité, la directive prévoit une mise en œuvre, je dirais, graduelle de certaines normes. Et donc, si on prend l'exemple de l'ESRS S1, pour les entreprises qui ont moins de 750 salariés, toutes les exigences relatives à la S1 ne seront pas d'application obligatoire la première année de reporting. Donc ça, c'est un exemple. Mais effectivement, vous pouvez utiliser ces dispositions graduelles, mais il faudra l'indiquer dans cette première partie de la partie ESRS2. Vous retrouverez aussi des éléments qui concernent la gouvernance, où là, vous devrez indiquer quels sont les rôles, les fonctions de votre comité de direction, de votre conseil de surveillance, de votre directoire, et de voir aussi parfois, alors, vous devrez indiquer aussi si vous intégrez en fait des indicateurs ESG, par exemple, dans vos systèmes d'incitation et systèmes de rémunération. Donc, ça peut être des exemples comme ça que vous allez retrouver. Donc, cette partie, elle est très, très narrative et très descriptive. Vous devrez aussi vous renseigner tout votre business model, vos activités, vos zones géographiques, etc. Et la petite quatrième partie, elle concernera la gestion des incidences, risques et opportunités. Et donc, là-dedans, vous allez retrouver en fait la formalisation de votre analyse de double matérialité. On va retrouver la matrice et on va retrouver l'analyse des risques, des impacts et opportunités sur lesquels on va revenir après. Et le petit 5, alors qui est métrique et cible, là, vous n'aurez rien à dire là-dessus. Ces éléments-là, ce sont des exemples d'indicateurs que vous allez retrouver après dans la formalisation je dirais, de vos enjeux au niveau des normes thématiques. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de cette partie-là, c'est que le SRS2, elle est d'application obligatoire. Vous allez devoir communiquer dessus dans la première partie de votre rapport. Et elle est très descriptive et très narrative. Alors, au niveau de l'analyse de double matérialité, donc le gros du sujet, puisque je le redis, c'est le premier entonnoir ou c'est le début de l'entonnoir en tout cas, qui va vous permettre de définir votre périmètre de reporting. Donc, l'analyse de double matérialité, elle va se faire à deux niveaux. Premièrement, définir la matérialité des enjeux de durabilité. Et une fois qu'on aura fait ça, la matérialité de l'information, c'est-à-dire derrière ces enjeux-là, quelles sont les exigences de publication et les points de données sur lesquels je dois dire des choses. Donc, on va parler de matérialité d'impact et de matérialité financière. Qu'est-ce que ça veut dire? La matérialité d'impact, c'est de se dire, est-ce que je considère comme étant matériel, c'est-à-dire suffisamment important, l'impact que l'activité de mon entreprise va avoir sur l'environnement? Et c'est l'environnement au sens large, la planète, la société, toutes mes parties prenantes. Et à l'inverse, comment le monde extérieur, la même chose, les changements qu'on peut constater au niveau de la planète, du réchauffement climatique, de la société, comment tout ça peut impacter financièrement la performance de mon entreprise. Et donc, ce qu'on va qualifier de matériel, ça va être si je suis matériel du point de vue de l'impact, c'est un enjeu que je vais retenir. Si je suis matériel d'un point de vue financier, c'est un enjeu que je vais retenir. Et puis, si jamais mon enjeu il est doublement matériel, il rentre dans les deux cases, et donc je vais le retenir. Donc, en fait, mon périmètre de reporting, il va être basé ça va être la somme des enjeux que je vais avoir considérés comme matériels du point de vue de l'impact, du point de vue des effets financiers, et puis évidemment ceux qui rentrent dans les deux catégories. Comment on va faire ça? Premièrement, il va falloir identifier les enjeux ESG potentiels pour l'entreprise. C'est-à-dire, et là vous verrez juste après, on a une illustration, la norme donne quelques exemples. Moi, pour mon activité,
quels sont les enjeux sur ces 3 piliers ESG que je vais considérer et que je vais définir et que je vais m'approprier. Étape numéro 1. L'étape numéro 2, ça va être de les sélectionner pour se dire parmi ces enjeux, lesquels sont considérés comme matériels. Et donc là, il va falloir faire 2 choses sur ces enjeux-là, définir quels sont mes impacts, mes risques et mes opportunités, et puis les coter. Et c'est au travers de cette cotation qu'on va définir s'ils sont matériels du point de vue de l'impact ou du point de vue financier, ou les deux. Et une fois qu'on a fait ça, il va falloir se dire, vu les enjeux que j'ai retenus comme étant matériels, quelles sont les exigences de publication et les points de données qui s'y rapportent et donc que je vais considérer comme matériels également. Puisqu'en fait, si je reprends toute cette logique d'entonnoir, mes enjeux vont se rattacher, ça va être une sous-partie de mes ESRS, et puis selon les enjeux que j'ai définis et que j'ai retenus, je ne vais pas cocher toutes les cases dans les exigences de publication ou toutes les cases dans les points de données. Et on va vous présenter tout ça par la suite, étape par étape. Alors, ici, première étape sur les enjeux. En fait, je vous disais, le SRS1, les principes généraux, c'est un guide. Elle va vous donner des exemples d'enjeux sur chacune des ESRS. Donc, je prends le SRSE1 sur le changement climatique. Un exemple d'enjeu un petit peu plus précis, c'est l'atténuation du changement climatique. Le SRSE2 sur la pollution, on va retrouver la pollution de l'air. Le SRSE5 sur l'économie circulaire, on va retrouver la gestion des déchets. S1 sur les effectifs de l'entreprise, on va retrouver une catégorie conditions de travail, notamment la santé et sécurité des salariés. Conduite des affaires sur la G1, on va retrouver la gestion des relations avec les fournisseurs et les pratiques en matière de paiement. Ça, c'est des exemples de premier niveau. Sachez qu'en réalité, en fait, il va y avoir des enjeux, des sous-enjeux et des sous-sous-enjeux. Et en fait, en fonction des ESRS, on ira plus ou moins loin. En tout cas, l'AR16, qui est un paragraphe de l'ESRS1, va plus ou moins loin sur chacune de ces thématiques pour vous guider derrière dans l'appropriation de ces enjeux ou non pour votre entreprise, et puis leur redéfinition pour aller un petit peu plus loin que les propositions relativement génériques qu'on va trouver dans l'AR16. Une fois qu'on a fait ça, on a défini les enjeux potentiels pour l'entreprise, on va rentrer dans l'identification, puis la cotation des impacts, des risques et des opportunités. Donc il va falloir que je définisse par rapport à ces enjeux, quels sont les impacts de mon entreprise sur le monde extérieur par rapport à cet enjeu, quels sont les risques pour mon entreprise par rapport à cet enjeu, ou quelles sont les opportunités. Parce que sur la partie effet financier, on va avoir les deux angles. Le risque, éventuellement, c'est un impact négatif sur mes effets financiers. L'opportunité, c'est l'inverse. Ça va être un effet positif. Et puis derrière, on va retrouver, derrière tout ça, comment la gouvernance prend en compte ces sujets et adapte sa stratégie. Quels sont les effets de ces impacts, risques, opportunités, c'est la cotation. Et le niveau le plus fin, quelle est la trajectoire que l'entreprise met en place et quels moyens elle se donne pour les mettre en œuvre. Et ça, vous allez retrouver dans la norme sous l'acronyme PAT, les politiques, les actions, les trajectoires. Alors, comment on va évaluer l'importance d'un IRO, donc de l'impact, des risques et des opportunités qu'on aura définis? Donc, premièrement, va se poser la question sur l'impact, est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif? Et puis sur le financier, en fait, c'est implicite, le risque il va être négatif et puis l'opportunité il va être positif. Est-ce qu'il est réel ou potentiel? C'est-à-dire, est-ce que c'est une situation où on la connaît, on la maîtrise et c'est déjà là à un instant T? Ou est-ce qu'il va falloir évaluer sa probabilité? On va en coter la gravité, donc quelle est son ampleur? Donc l'ampleur, par exemple, alors on en a un juste après pour illustrer ça sur la santé et la sécurité. Potentiellement, l'ampleur, c'est un risque de blessure qu'on va aller coter. L'étendue, c'est à quel point ça va impacter l'ensemble de mon entreprise ou de sa chaîne de valeur. Par exemple, est-ce que c'est un site de production ou est-ce que c'est tous mes sites de production? Le fait qu'il y ait un caractère irrémédiable ou non, et la probabilité. Et donc ça, on ne va pas les prendre un par un, mais en fait, il y a un petit schéma décisionnel qui permet de définir tout ça en fonction de si on est plutôt sur un impact positif, négatif, ou sur un risque ou une opportunité. Et en fait, il va falloir se poser cette question-là en ajoutant la notion de temporalité, c'est-à-dire est-ce que je raisonne plutôt à court terme, donc on va dire dans l'année qui vient, moyen terme 2 à 3 ans, long terme, je crois que la norme dit 3 à 5 ans, on peut plutôt se dire que c'est peut-être 5 à 10 ans pour aller un petit peu plus loin que les deux autres. Voilà. Donc il va falloir réaliser cet exercice-là sur la base des IRO qu'on aura définis. On va aller les coter. Ici, illustration. Donc c'est un cas totalement fictif, on va le prendre pas à pas. Donc on part de l'enjeu conditions de travail interne. Il y a un sous-enjeu que donne la norme santé et sécurité.
Si on le définit pour aller un tout petit peu plus loin, donc ça, la norme ne le donne pas, ça pourrait être pour mon entreprise, je veux assurer la santé et la sécurité de tous les collaborateurs du groupe sur l'intégralité des sites de production. Évidemment, ça c'est lié à l'ESRS S1 des effectifs de l'entreprise. Je vais pas lire l'enjeu, mais quels sont mes impacts là-dessus? Je peux avoir un impact positif. Si je suis bon sur ces sujets-là, je vais peut-être améliorer la qualité de vie au travail de mes salariés, réduire les accidents sur site, ça c'est positif. Évidemment, là, l'impact négatif, on le voit tout de suite, bah, si je ne fais rien, je vais avoir un impact négatif sur ma partie prenante qui est mon salarié, c'est qu'il risque d'avoir un accident professionnel lié à la sécurité. Le risque pour l'entreprise, bah, opérationnellement, si j'ai des gens qui sont blessés, si j'ai trop d'arrêts de travail, ça va perturber le fonctionnement de ma chaîne opérationnelle. Donc ça, c'est pas bon, effet financier négatif. Réputationnel, exemple, un impact négatif sur ma marque employeur. Si je le tourne dans le sens inverse sur l'opportunité, là, si on le prend dans le sens, qu'est-ce que ça peut amener à l'entreprise? Bah, si j'ai une réputation d'être une entreprise très sûre, où j'ai peu de risques de blessures, et où ces choses-là sont plutôt bien gérées, mon groupe va être plus attractif, je vais réduire mon turnover et donc mes coûts de recrutement. Ça, c'est un effet financier positif. Opérationnellement, imaginons que je suis dans une phase de croissance, et ben, je vais sécuriser mon activité en ayant peu de perturbations dans mes opérations. Et donc, je vais prendre le premier exemple sur la cotation de l'impact. Donc, l'impact, on prend le négatif. Accident professionnel, il y a la sécurité de ma partie prenante qui est mon salarié. C'est potentiel, c'est pas sûr et certain, même si on ne fait rien, qu'on va se blesser dès qu'on arrive au travail le matin. De fait, alors je saute la partie gravité, on a mis une probabilité moyenne, encore une fois c'est fictif, il faut disposer d'un peu plus de données, et ça c'est vous qui saurez le dire sur le terrain, parce que vous connaissez vos sites et vos activités. Donc là on a mis moyenne pour l'exemple, et puis sur la gravité, bah, l'ampleur quand même, si quelqu'un se blesse, c'est important, donc une ampleur plutôt élevée. L'étendue, moyenne pour le cas d'usage, en te disant bah, j'ai peut-être des sites de production qui sont plus ou moins risqués que d'autres, et puis j'ai aussi des bureaux où les choses ont moins de chances d'arriver. Donc si je raisonne à l'ensemble de mon site, qui est bien la définition de mes sites, pardon, qui est bien la définition de mon enjeu moyen, et puis le caractère irrémédiable, là on prend bien un risque de blessure. On peut espérer que dans la plupart des cas, les gens s'en remettent, donc le caractère irrémédiable, il n'est pas, à 100%. Voilà. Et puis, bah, on avait mis une temporalité ici, moyen terme. Il faudra réaliser, bien sûr, cet exercice-là sur les 3 temporalités, et puis en appliquant la même logique sur les risques et les opportunités. Là, c'est une illustration de ce que ça donne une fois qu'on a fait ce travail. Donc ici, il est représenté sous format matriciel, et on a choisi de positionner, pour simplifier les lectures, les ESRS. Donc dans ce cas d'usage, encore une fois fictif, je peux considérer qu'après mon analyse de matérialité ou de double matérialité, j'ai mes ESRS G1, E4, E2, S2, S1, E1 qui sont considérés comme matériels, sur lesquels il va falloir que je travaille et que j'aille plus loin, et les E3, E5, S4, S3 qui sont considérés comme n'étant pas matériels. En réalité, ce qu'on peut faire, c'est aller un petit peu plus loin et afficher non pas les ESRS, puisque comme je le disais, c'est rarement tout le SRS qui va être coché, soit d'un point de vue, tout le SRS est matériel ou n'est pas matériel. On peut aller un petit peu plus loin en présentant ses enjeux et ses sous-enjeux. Et puis surtout, le format matriciel, il n'est pas obligatoire. En fait, comme on le voit souvent représenté comme ça, dans la norme, on le voit représenté comme ça. On a tendance à s'imaginer qu'il faudra forcément le mettre comme ça dans son rapport, c'est pas le cas. En fait, on peut décider de le faire totalement autrement. Et vous allez voir, on a deux exemples juste après. Ici, la présentation pour Michelin. Donc eux, ils ont choisi de le faire sous un format matriciel. Et vous voyez, ils ont choisi de le faire non pas au niveau des ESRS, mais bien des enjeux qu'ils ont définis et qui sont appropriés pour le groupe Michelin. Et à l'inverse, ici, vous avez Capgemini qui ont choisi un format totalement différent, qui n'est pas du tout matriciel. Alors, si vous voulez les retrouver, hein, c'est de la donnée qui est publique, qui est disponible, vous les avez sur Internet dans leur document universel. Et je vais repasser la parole à Émilie, qui va rentrer un tout petit peu plus dans le détail pour vous présenter le schéma décisionnel qui permet d'aller plus loin et de dire, bah, une fois que j'ai fait déjà ce gros morceau de cotation de mes IRO et donc de retenir mes enjeux matériels, comment je vais au niveau de l'exigence de publication et du point de données. Oui, alors donc ce graphique, alors on l'a un peu simplifié, mais il est malgré tout issu de l'ESRS 1, on le retrouve, hein, donc c'est un schéma décisionnel en fait, puisque faut bien avoir en tête en fait, donc première étape, c'est de définir des enjeux qui vont être importants pour mon entreprise. Donc ça, c'est vraiment la première étape.
Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne nous dit pas ce sur quoi on doit publier les données dans le rapport de durabilité. Il y a d'autres étapes intermédiaires. Donc, il y a les enjeux, enfin les thèmes, hein, les enjeux, les exigences de publication et les points de données, comme l'avait présenté Émeric au début de la présentation. Donc, ce schéma, en fait, il permet je dirais, d'identifier un peu toute la méthodologie qui va nous permettre de se dire, in fine, sur quoi l'entreprise va devoir publier les informations. Donc, premier point, c'est se poser la question de est-ce que le thème couvert par la norme thématique est important? Donc là, on va être au niveau des ESRS et des enjeux. Donc, si on répond non à cette question, l'entreprise pourra omettre de publier sur toutes les exigences de publication de la norme thématique. D'accord ? Juste pour rappel, attention, le SRS E1, qui concerne le changement climatique, même s'il n'est pas indiqué explicitement qu'elle est obligatoire, il faudra apporter la preuve que nous ne sommes pas concernés par cette norme. Donc, si le thème couvert, on est concerné, je dirais, par la thématique, on va aller un cran en dessous, on va se poser la question de est-ce que les exigences de publication par rapport au thème qui va me concerner, est-ce que toutes les exigences de publication sont significatives ou pas pour moi? Donc, il y a ce travail-là à faire. Et après, on va descendre au niveau du point de données. Donc, une fois qu'on aura identifié des exigences de publication, en fonction des exigences de publication que je vais retenir, la norme va me donner des points de données. Et après, on va aller dans le niveau le plus fin, c'est toujours l'image de l'entonnoir. Hein. Quel point de données je vais retenir parmi les exigences de publication que j'ai retenues? Et tout ce travail-là va vous donner, in fine, les points de données sur lesquels vous allez devoir apporter de l'information et en parallèle, toutes les politiques, actions et trajectoires que l'entreprise met en place ou va mettre en place pour couvrir les thématiques qui auront été retenues. Donc, on l'a simplifié, mais ça, vous pouvez le retrouver dans toute la norme ESRS 1. Mais l'idée, c'est ça, on part du thème, les enjeux, exigences de publication pour arriver au point de données. Et l'idée, c'est de réduire au maximum, je dirais, les champs des possibles. On vous a illustré, on vous a présenté un exemple, donc c'est un cas fictif aussi. C'est pour vous expliquer un peu comment ça peut fonctionner. Donc, si on prend l'exemple, vous voyez bien là dans ce qui vous est présenté, on commence déjà par analyser les ESRS, après on va vers les enjeux, après on va vers les exigences de publication, qui sont les fameuses DR, Disclosure Requirements, et ensuite on descend au niveau des points de données que vous allez retrouver sous l'anglicisme Data Point. Donc, on part de l'ESRS. Donc là, dans le cas illustré, on est parti de l'ESRS E5, donc qui est l'utilisateur des ressources et économie circulaire. Donc, elle a 6 exigences de publication et 84 points de données. Donc, elles sont proposées dans la matrice. Bien évidemment, le fait de faire l'analyse de double matérialité va filtrer un peu tout ça et peut-être qu'on va retenir qu'une DR et 10 points de données. Donc ça, après, tout dépend de l'exercice de double matérialité qui sera fait. Nous, dans notre cas, on est parti de l'ESRS E5 et on s'est dit, voilà, l'entreprise, aujourd'hui, dans le cas fictif, elle a retenu 2 enjeux qui sont importants, matériels, par rapport à son activité, par rapport aux parties prenantes auxquelles elle est liée. On a retenu 2 enjeux sur les 3 proposés par le paragraphe AR16. On a retenu, par exemple, déchets. Voilà, je suis concernée, c'est très important pour mon entreprise. Et ressources sortantes liées aux produits et services. Une fois qu'on a dit ça, on va aller regarder au niveau des Disclosure Requirements, donc des exigences de publication. Et on voit bien, donc parmi les 6 exigences de publication, elles ne sont pas rattachées à tel ou tel enjeu. Il va falloir après faire une analyse et se dire, bon voilà, moi je suis concernée par les déchets, et en lisant l'exigence de publication, effectivement, je retrouve dans l'exigence de publication E55, qui est une sous-partie de l'ESRS E5, je retrouve la notion de déchets, donc je vais retenir cette exigence de publication. Et pareil pour les ressources sortantes liées aux produits et services. Et le fait de faire cet exercice-là, c'est-à-dire d'identifier quelle est l'exigence, donc la fameuse DR, que je vais devoir rattacher à mon enjeu, derrière, ça va vous donner les points de données sur lesquels potentiellement vous allez pouvoir reporter. Donc là, dans l'exemple concret, mon entreprise est concernée par le SRSE 5, par l'enjeu déchets, d'accord? Et derrière,
par rapport à toutes mes analyses que j'en ai fait et la notion de matérialité que j'en ai fait, parce qu'il y a aussi une part de jugement et d'appropriation des textes que j'en fais, je vais devoir, je dirais, reporter sur les indicateurs que l'on vous a communiqués. Donc, par exemple, combien de déchets mon activité produit-elle? Donc là, on va raisonner en masse. Combien j'ai de déchets qui ne sont pas recyclés? Quel est mon pourcentage de déchets non recyclés? On va être sur du pourcentage. Vous allez retrouver aussi du narratif. Il va falloir que je précise quels sont les matériaux qui sont présents dans mes déchets. Donc voilà. Donc en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que on part de la norme, on va vers les enjeux, on va vers les exigences de publication et in fine, on regarde quels sont les points de données, parce que c'est là-dessus qu'on va donner les informations dans le rapport. Et on voit bien ici que vous allez avoir et du narratif, du semi-narratif, du quantitatif. On va retrouver plusieurs catégories de points de données. Donc, c'est un peu complexe, mais ce schéma-là, il permet permettre d'identifier vraiment toutes les étapes qui nous permettent d'arriver au point de données sur lequel je dois apporter des informations. Olivier, moi, je te laisse. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a donc défini le périmètre de reporting précis de l'entreprise, jusqu'à son niveau le plus fin, c'est-à-dire les données qu'on va devoir publier, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives, sous un format plutôt narratif. La question qui va se poser pour l'entreprise, c'est aujourd'hui, très bien, ça c'est tout ce qu'on me demande de publier. Option numéro 1, il y a des infos que je vais déjà avoir, des données qui sont disponibles et qui sont au format attendu par la CSRD. Là-dessus, pas de sujet. Et à l'inverse, je vais avoir des données qui sont, soit je les ai pas du tout, je les ai jamais consolidées, je ne sais pas les remonter, ni par de l'outil, ni par du process, ou alors un petit peu moins important, c'est une question de format, mais malgré tout, il y a des choses à faire. Ou alors, en fait, je ne fais rien sur ces thématiques-là, donc je ne sais rien dire. Alors encore une fois, la norme ne vous oblige pas à agir, mais il peut se poser la question de se dire, au moment de publier, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'avoir fait des choses ou pouvoir dire à quel horizon de temps on va mettre des choses en œuvre. Et donc du coup, ça nous amène à deux sujets. Un premier, c'est de se dire comment je vais combler l'écart en termes de données que je pourrais avoir et sur lesquelles je pourrais dire des choses. Donc peut-être que je vais identifier des chantiers de transformation de mon organisation, de mes processus, de mes outils, pour être en capacité de mettre tout ça en œuvre. Et puis une fois qu'on a dit ça, à l'impossible, nul n'est tenu, il va falloir prioriser ça en se disant par quoi je commence. Peut-être que la première année, je ne saurais pas tout consolider, et puis s'assurer qu'on pilote tout ça dans le temps pour petit à petit venir combler tous les écarts. Et le deuxième sujet, c'est de se dire, là on ne fait rien, est-ce que c'est pas aussi l'opportunité, quitte à avoir cet angle réglementaire, de venir enrichir sa stratégie RSE en se disant, tiens, ça m'a aussi peut-être ouvert les yeux sur les sujets que je n'avais pas imaginé comme étant aussi importants pour mon entreprise, et donc peut-être venir enrichir ces chantiers-là aussi, qui permettront après de boucler la boucle et d'être en capacité, non pas de dire soit je ne fais rien, soit on verra plus tard, mais d'être en capacité d'expliquer quels sont mes objectifs, mes politiques, mes actions, mes trajectoires, et de publier des indicateurs. Et pour conclure, on en arrive à la rédaction du rapport que va vous présenter le ministre. Alors, l'étape finale, effectivement, c'est... Alors, l'étape finale, oui et non. D'un point de vue de la norme, c'est la rédaction du rapport. D'un point de vue stratégique, c'est tous les plans d'action que vous allez mettre en place pour votre stratégie. Mais d'un point de vue réglementaire, la phase finale, c'est la rédaction du rapport. Un rapport est attendu. Donc, sa structure est proposée dans la norme générale ESRS 1. Et donc, il sera présenté, en fait, c'est une sous-section du rapport de gestion. Donc, comment va se structurer le rapport de durabilité? On en a parlé brièvement au début de la présentation. Donc, vous allez retrouver 4 parties. Donc, la première partie qui va être vraiment consacrée à l'ESRS 2. Donc, je ne vais pas revenir dans le détail puisqu'on avait un slide qui était focus sur cette partie-là. Donc, vous allez avoir toute la partie ESRS 2 qui est très descriptive. Et vous allez après retrouver 3 parties. La partie 2, ça va être sur les données environnementales, la partie 3 sur les données sociales et la partie 4 sur les données de gouvernance. Et à travers toutes ces parties thématiques, là, vous allez exposer en fait les résultats de votre analyse de double matérialité et de vos points de données et plans d'action et autres. Donc ça, c'est vraiment la structure du rapport telle qu'elle va être, elle sera, telle qu'elle est proposée par le SRS 1. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, donc comme la CSRD, donc c'est une directive où il y a des normes, donc tout ça c'est réglementaire. Le rapport fera l'objet
d'une certification, donc soit par un organisme tiers indépendant, vous le retrouverez souvent sous l'aspect OTI. Donc si vous entendez parler d'OTI, c'est ça, donc c'est l'organisme tiers indépendant, ou par un commissaire aux comptes habilité à certifier les rapports de durabilité. Et donc, celui qui va certifier le rapport, il émettra, donc ça c'est le jargon un peu commissariat aux comptes, mais il émettra une opinion, qui les premières années sera une assurance limitée pour tendre progressivement vers une assurance raisonnable. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les premières années, quand on est dans un niveau d'assurance un peu plus faible qu'une mission d'audit classique, d'audit légal classique, c'est-à-dire que le commissaire aux comptes, il va attendre, je dirais, en tout cas, il va mener des diligences un peu, si je peux abuser, mais un peu plus light, on va dire, et attendre un peu moins d'informations précises que dans le cadre d'un audit légal classique. Et progressivement, l'exigence va monter, et ça, l'idée, c'est de laisser un peu le temps aux entreprises de se mettre en ordre de marche, parce que c'est quand même un sujet dont il faut s'approprier. Donc voilà sur la partie rapport. Et pour finir, on vous a proposé, alors c'était pas prévu dans je dirais, dans le programme initial, mais on vous propose en fait un rétro-planning. Donc ça, c'est un rétro-planning qu'on propose à nos clients pour vraiment se mettre en ordre de marche. Donc, pour les clients qu'on accompagne, c'est exactement ce qu'on a mis en place. Donc, on voit bien en fait que pour rendre un rapport en 2026, pour celles qui vont être concernées par 2026, il ne faut pas tarder à commencer son analyse de double matérialité. Et nous, ce qu'on peut préconiser, c'est de commencer avant fin 2024, puisqu'en fait, vous allez devoir aller collecter de la data sur 2025. Donc, il faut être prêt, je dirais, le plus rapidement possible pour 2025 pour être en mesure d'aller collecter l'information sur laquelle vous allez devoir communiquer le rapport en 2026. Et donc, ce qu'on a voulu mettre en évidence dans ce rétro-planning, donc c'est les 2 étapes que vous allez retrouver en saumon. En fait, ça, c'est l'intervention vraiment du commissaire aux comptes ou l'OTI. C'est vraiment important de les impliquer aussi dans votre projet régulièrement. Nous, c'est ce qu'on recommande, c'est de ne pas attendre je dirais la délivrance du rapport. C'est vraiment en amont, avant même de rédiger le rapport, de faire valider, je dirais, les premières étapes, et notamment l'analyse de double matérialité, puisque va découler de l'analyse de double matérialité les données du rapport. Donc, mettez votre commissaire aux comptes, je dirais, dans la boucle dès le début du projet pour qu'il puisse valider étape par étape les éléments qui vont vous permettre de construire votre rapport de durabilité. Donc là, je vois qu'il est 10h49, donc on a dépassé un peu le temps de présentation, parce qu'on avait prévu 10-15 minutes de questions-réponses. Donc voilà, on va essayer de répondre au mieux à vos questions. Alors, sachant que précisément, donc là, on est dans le cadre d'un webinaire, donc on n'a pas la main sur les questions que vous avez pu nous communiquer sur le chat. Donc, il n'y a que quelques questions qui vont nous arriver. Donc, désolé si on ne répond pas à tout. On n'a pas la main là-dessus, mais en tout cas, on reste bien évidemment disponible après le webinaire. Donc, vous avez eu nos adresses email, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions spécifiques, à nous contacter après. Donc voilà, on va garder un petit temps pour essayer de répondre au mieux à vos questions. En tout cas, merci à tous pour votre attention et d'être venus nous écouter aujourd'hui. Alors, je regardais les questions pendant que tu nous faisais la conclusion, parce qu'on en reçoit certaines dans notre chat à nous. Alors, il y en a une première. Quand vous dites que ESRS2, exigence de reporting, s'applique à toutes les entreprises, c'est toutes les entreprises, même celles qui ne sont pas incluses dans les 50 000 mentionnées au début. Du coup, la réponse est non. En fait, c'est si mon entreprise est dans les seuils qu'on a présentés, je suis soumis à la CSRD. Et par contre, à partir du moment où je suis soumis à la CSRD, là, effectivement, le SRS2, elle va s'appliquer quoi qu'il arrive, elle n'est pas soumise à l'analyse de matérialité. Mais par contre, si je ne rentre pas dans les seuils, je ne suis pas soumis à la CSRD, alors je peux le faire de façon volontaire, il y a des normes allégées qui sont sorties pour le faire, mais en tout cas, je n'y suis pas soumis. Mais pour les 50 000 qui sont soumises, oui. Pour les 50 000 qui sont soumises, oui. Ouais. Voilà. Mais si je ne suis pas dans les seuils, non. Alors oui, alors la taille de l'entreprise, alors désolé, on lit en live, donc c'est un peu la spécificité. Donc la taille de l'entreprise s'apprécie au niveau groupe ou filiale. Alors là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc il faut raisonner, c'est-à-dire que le périmètre de reporting de la CSRD, c'est le même que celui des états financiers. Donc il faut vraiment raisonner à l'échelle du groupe. Donc c'est-à-dire que si vous avez une société mère
qui établit des comptes consolidés et que c'est l'ensemble qui dépasse les seuils, c'est la société mère qui est responsable du rapport de durabilité. Et donc, le rapport de durabilité sera présenté dans le rapport de gestion du groupe. Et donc, elle devra... alors, il faut bien comprendre que vous avez la holding qui détient des filiales. La holding est responsable du rapport de durabilité. Donc, c'est à l'échelle du groupe qu'il faut apprécier les seuils. Néanmoins, la holding devra apporter des éléments de réponse sur l'ensemble de son périmètre qui rentre, je dirais, dans les comptes consolidés de la directive CSRD. Donc, si vous avez une filiale qui est établie en Chine et qui est détenue à plus de 80% et donc qui est en intégration globale au niveau du groupe, il faudra tenir compte également des enjeux ESG, donc environnement social et gouvernance, relative à cette filiale qui est en Chine. Donc c'est vraiment une logique groupe. Voilà. Et si la société est seule à dépasser les seuils, qu'il n'y a pas de filiale, bah, ce sera forcément à son niveau. Je ne sais pas s'il était très clair. Mais... Alors, j'en lisais une autre en parallèle, du coup, pendant que tu répondais. Est-ce que nous devons nous pencher sur le SRS2 avant de faire l'analyse de double matérialité? Ce qu'on disait, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux, puisqu'il y a certaines informations sur lesquelles vous allez pouvoir vous pencher dès le début et qui vont vous aider à aborder l'exercice d'analyse de double matérialité, notamment le fait de bien modéliser toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Après, vous ne pourrez pas répondre à tout, parce qu'en fait, il y a des informations qui vont se renvoyer la balle avec les normes, donc vous ne pourrez pas cocher toutes les cases. C'est pour ça que je disais qu'en réalité, ça va se faire plutôt en parallèle. Nous, ce qu'on préconise, c'est de s'y attaquer, déjà pour des raisons de temps et de planning, et puis parce que ça va aider à faire la suite. Ok. Une autre question. Alors, quelles compétences est-il habituel donc, de trouver dans l'équipe projet, cadrage ou aller jusqu'aux solutions opérationnelles? Alors, là, je dirais, tout dépend de comment déjà le groupe ou l'entreprise est structuré. Dans une équipe projet RSE, alors vous allez retrouver, en tout cas nous, ce qu'on recommande quand on part de zéro. Pour créer une équipe projet, ce qu'on recommande, c'est vraiment d'avoir, donc, par exemple, un responsable des achats, puisque ça va gérer toute la partie approvisionnement, gestion des déchets, économie circulaire, donc vraiment responsable des achats. La DRH, puisqu'il y a tous les aspects, je dirais, sociaux qui sont très, très importants dans la directive. Un des membres aussi de la gouvernance, donc je disais en introduction, c'est même, pour moi, c'est indispensable d'avoir un des membres de la direction dans l'équipe projet, puisque derrière, au-delà de la mise en conformité, il y a tout un pendant stratégique qui peut demain remettre en question votre business model, puisqu'en faisant l'analyse, je dirais, de vos enjeux, vous pouvez vous rendre compte que finalement, à court, moyen ou long terme, votre business model peut être condamné aussi. Donc, je pousse un peu je dirais, enfin, je rends un peu extrême ce que je suis en train de vous avancer, mais malgré tout, il faut quand même se dire que l'exercice, il n'y a pas que de la réglementation, c'est derrière comment derrière j'en tire profit et comment je réorganise et je repense ma stratégie par rapport aux enjeux auxquels on est tous aujourd'hui confrontés. Donc la gouvernance indispensable. Responsable des achats, DRH, après le DAF, forcément le DAF aussi, enfin DAF ou responsable comptable, puisqu'il y a toute une logique d'effets financiers et de calage aussi avec les états financiers. Donc le responsable comptable ou directeur administratif et financier. Responsable RSE, je ne sais pas si tu l'as cité. Oui, responsable RSE, ça s'il y en a un. Voilà. Sens, mais... Et après, donc, ce qu'il faut, c'est nommer aussi un chef de projet. Donc après, peu importe qui il est, ça peut être le DAF, ça peut être le DRH, ça peut être un responsable RSE si vous nommez un responsable RSE spécifiquement, mais il faut un pilote qui permette d'organiser les ateliers. Et à l'intérieur de cette équipe, voilà, la gouvernance, responsable achat, DRH, DAF. Alors, j'en prends une autre. Alors, une rapide signification de SBM et MDR. SBM, c'est Stratégie and Business Model. Et le MDR, c'est les Minimum Disclosure Requirements. Donc, c'est les infos qu'il faut publier à minima sur certaines thématiques. À partir du moment où on va les considérer comme matériels. Alors là, j'en ai il y en a qui sont plus longs. Alors, ces OTI de vérification des étapes peuvent être aussi ceux qui réalisent l'audit final. Alors,
Ouais, si je comprends la question, en gros, c'est par rapport au rétro-planning qu'on vous a présenté, où on disait que c'est important d'inclure celui qui va valider je dirais, certifier le rapport de durabilité. Est-ce que ça peut être un autre certificateur que celui qui va valider le rapport final? En fait, j'ai envie de dire, vous pouvez faire intervenir un consultant ou un conseiller, hein, qui va valider ou vous aider dans le montage de votre matrice de double matérialité pour vous aiguiller. Néanmoins, l'audit final sera certifié par celui que vous allez nommer. Ce sera réglementaire et il devra de toute façon donner une opinion sur toute votre démarche. Donc, in fine, si je comprends bien la question, celui qui devra émettre une opinion sur l'audit final devra de toute façon se prononcer sur la méthodologie que vous avez mis en application pour savoir si ce que vous avez retenu comme enjeu, c'est pertinent par rapport à votre activité, que si vous avez bien respecté les normes. Donc, pour moi, c'est celui qui audite le rapport final. Il doit également, de toute façon, intégrer dans le cadre de sa mission la vérification des étapes intermédiaires, puisque ça fait partie de toute façon de sa mission. Mais malgré tout, ça n'empêche que vous pouvez quand même vous faire accompagner par d'autres personnes, hein, des consultants ou des conseillers, pour vous aider à valider des étapes intermédiaires. Ça peut juste pas être le même qui conseille et qui vous aide à Ouais. monter le rapport versus celui qui va certifier. Même logique que sur la partie financière. Alors, il y en avait une. Bonjour, je n'arrive pas à différencier ce qui est obligatoire de ce qui ne l'est pas. Donc, ce qui est obligatoire, c'est d'appliquer les principes de l'ESRS 1 qui donnent les règles du jeu pour tout le reste. Ce qui est obligatoire, c'est d'aller regarder toutes les questions de l'ESRS 2. Alors, il y en a peut-être sur lesquelles, pour de bonnes raisons, on n'a pas besoin de répondre, mais néanmoins, on est obligé de le balayer et de l'expliquer. Et puis après, tout le reste, c'est ce qu'on disait. Alors, modulo le SRSE1 qui est un peu particulière parce qu'elle est techniquement pas obligatoire, mais en réalité, c'est très compliqué d'expliquer qu'on n'y est pas soumis. C'est tout ce processus d'analyse de double matérialité qui sera différent pour chacun. Et en fait, tout ça, à un moment, la norme ne va pas vous donner 100% des règles, donc c'est surtout les justifications qui vont vous permettre de dire pourquoi j'ai coté de cette façon-là, pourquoi j'ai identifié tel impact ou pourquoi j'avais formuler tel enjeu dès le début qui est hyper important, justement pour que la personne qui va certifier puisse apporter son jugement professionnel et dire si oui ou non ce que vous avez fait est correct. Et la deuxième partie de la question, est-ce qu'il y a un document qui regroupe les indicateurs utilisés? La réponse est oui, l'EFRAG a publié un fichier Excel, hein, on va retrouver tout ça, on retrouve les 1200 points de données, il est uniquement en anglais. Alors l'EFRAG, pour simplifier, c'est le groupe de travail européen en fait, hein, qui travaille sur la mise en œuvre de toute la CSRD. Et donc, si vous allez sur leur site, alors forcément, everything is in English, hein. Donc, donc en fait, voilà, vous avez régulièrement tous les mois, donc ils publient en fait tous leurs travaux, hein, parce que c'est vraiment un groupe de travail qui travaille ardument et qui essaye de rendre des documents un peu plus digestes, en tout cas de la méthodologie et des feuilles de travail. Donc sur le site de l'IFRAG, vous allez trouver votre bonheur. Néanmoins, voilà, tout est en anglais. Et alors, je vois qu'on approche de la fin, mais peut-être une dernière. Alors, dans le cadre d'un groupe avec 12 sociétés qui ont des activités différentes, un enjeu peut être matériel pour une seule société. Dans ce cas, comment on fait pour le rapport consolidé? Déjà, en fait, la question à se poser, ça va être dans la partie d'analyse de double matérialité. Si on a quelque chose qui est très impactant pour une société, mais qui représente quasiment rien au regard des éléments financiers de façon globale, in fine, si moi je n'avais que ça comme activité, peut-être que je considérerais que c'est matériel. Alors ça n'a pas de sens parce que je serais tout seul dans ma structure, mais c'est pour illustrer. En revanche, si ça pèse très très peu par rapport au reste, c'est pas considéré comme matériel par rapport au reste des activités de l'entreprise. Et c'est là que ça va être un petit peu touchy, effectivement, d'aller coter tout ça, de le mettre en rapport de ce que ça pèse versus toutes les autres filiales. Et à la fin, effectivement, de réussir à consolider tout ça pour choisir ce qu'on considère comme étant matériel d'un point de vue global. Et effectivement, je vois la suite de la question, potentiellement, le poids de chaque filiale au niveau des états financiers peut aider à faire ça. Et là-dessus, malheureusement, la norme ne vous donne pas de seuil. Donc là encore, hein, c'est comment on l'a fait, quelle est la logique derrière. Mais si on prend l'exemple d'une filiale, je prenais l'exemple d'une filiale, par exemple, qui est en Chine, hein, qui n'a pas les mêmes réglementations, je dirais, qu'en France. Si vous avez que deux salariés en Chine, hein, qui travaillent pour faire je dirais, du business, et que votre groupe, c'est 500 salariés, j'ai envie de dire, même si la société, elle est intégrée globalement au niveau des états consolidés,
Est-ce que 2 salariés sur les 500, ça mérite je dirais, de considérer que l'enjeu pour cette filiale est significatif? Et c'est tout l'exercice de cotation, en fait, qu'il faudra réussir à faire au niveau de l'ampleur, de l'étendue. Il faudra avoir un raisonnement, je dirais, assez global, hein, quelque part. Alors, je vois que l'on a dépassé très très légèrement le temps imparti, donc on va devoir clôturer. Il y a quelques questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Alors, dans le chat, on n'a évidemment pas vos informations de contact, donc on ne pourra pas les prendre et vous répondre comme ça. En revanche, de votre côté, n'hésitez pas à nous écrire. Vous avez normalement nos emails et on se fera un plaisir d'y répondre par ce biais-là. Nous ne pouvons pas là juste on n'a vraiment pas vos infos là en direct pour vous répondre. Et surtout, n'hésitez pas à télécharger le support pour reprendre le temps de le lire à tête reposée, voilà, et le digérer. Donc, en tout cas, merci à tous. Et puis, peut-être à bientôt pour un prochain webinaire. Bonne Merci, journée. bonne journée.